Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Des gendarmes ivoiriens ont paralysé ce mercredi le principal port du pays, dans la capitale économique, Abidjan. Des témoins ont affirmé y avoir entendu très tôt le matin des tirs nourris durant près de 2 heures dans cette zone économique de la commune de Treichville, séparée du plateau La Cité des Affaires par la lagune Évrier. Ces forces de défense et de sécurité mécontentes ont d'abord demandé aux travailleurs du port autonome, poumon économique, de quitter les lieux avant d'en fermer les voies d'accès, rouvertes aux alentours de 14 heures, temps universel. Des personnes restées sur place malgré la grande frayeur de cette journée témoignent. On a été prévenus aux environs de 11 heures. Nous avons reçu des informations concernant les tirs à ce niveau. Comme nous avons des sites dans les parages, nous sommes venus pour sécuriser parce qu'il y a des individus qui profitent de ces situations pour opérer des casses. On était là, on n'a rien compris et puis on dit ça tire. Bien sûr, on a attendu. Jusqu'à sur le pont même, on attendait les tirs. Ils sont en train de faire raf. Ils n'ont qu'à fermer le coin, tout le monde n'est qu'à rentrer. Ils sont tirés en désordre même. Nos parents ont préparé, les nourritures sont restées là. C'est que le président agit parce que les grèves agissent sur la population. Si nous ne vendons pas aujourd'hui et demain, on ne pourra pas manger. Oui, on a entendu des tirs. Le travail a été arrêté. On a demandé au personnel de rentrer dans leur domicile respectif pour des questions de sécurité. Des tirs ont été également entendus à Bouaké au centre et dans d'autres villes ivoiriennes. Les mutins réclament leur part de prime et une prise en compte de tous les militaires. 14 500 hommes attendent chacun 12 millions de francs CFA, soit 174 milliards de francs CFA que devrait décaisser le gouvernement des Côtes d'Ivoire. Promesse leur a été faite au terme d'une rencontre avec le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, à la suite du mouvement d'humeur de mardi, ayant fait officiellement 4 morts, dont 2 militaires de l'EFA, École des forces armées de Zambakro, non loin de la capitale politique. Le FPI, Front populaire ivoirien, formation politique de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, a condamné en fin d'après-midi, lors d'un point de presse, la situation de grogne sociale généralisée en Côte d'Ivoire et demandé au président Alassane Ouattara de mettre en place un gouvernement d'union nationale. La gravité de la situation actuelle, le risque d'implosion que court le pays et l'urgence d'y trouver une solution définitive et durable exigent la mobilisation et l'implication de toutes les forces vives de la nation. C'est pourquoi je voudrais ici appeler solennellement à réunir sans délai toutes les forces vives de la nation en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et de transition. Au terme d'un conseil des ministres mercredi à Abidjan, les ministres ivoiriens de la Défense Alain Richard Donwaï et de l'Intérieur Ahmed Bakayoko ont promis aux populations de travailler pour un retour définitif au calme au niveau sécuritaire avec le soutien des grands commandements de toutes les forces chargées de recenser l'ensemble des préoccupations des forces armées de défense de Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires n'ont pas été omis. Des solutions leur seront proposées au cours d'une rencontre jeudi, comme promis par le ministre de la fonction publique, Pascal Abina. Le bilan est toujours provisoire, mais un attentat suicide dans la ville malienne de Gao a fait près de 50 morts et le même nombre de blessés. L'explosion d'un 4x4 survenu vers 8h40 GMT dans un camp de militaires a visé des combattants des groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali. Parmi eux, les combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad, ainsi que des groupes armés pro-gouvernementaux. Les combattants étaient en pleine séance commune d'entraînement tout près de l'aéroport de Gao. En début d'après-midi, la télévision malienne, qui citait des sources officielles, faisait état de 47 décès. Un précédent bilan de sources hospitalières annonçait lui au moins 40 morts et 60 blessés. Quant à la mission de l'Organisation des Nations Unies au Mali, elle évoquait dans son communiqué des dizaines de morts et des dizaines de blessés. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. L'attentat suicide de mercredi est décrit comme l'un des plus meurtriers du pays. Restons au Mali. La guerre illimitée annoncée par les magistrats maliens a démarré ce mercredi. Le passage à une action illimitée a été décidé lors d'une assemblée générale des 2 syndicats des magistrats maliens, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature. Le nouveau mouvement est la conséquence de l'échec des négociations entre le gouvernement et ses syndicats des hommes de loi. Les magistrats réclament notamment des augmentations de salaire ainsi que l'obtention de primes. Une première grève avait déjà eu lieu au mois de juillet 2016, avec un arrêt de travail de 72 heures. Enfin, du 9 au 17 janvier dernier, les magistrats maliens avaient ensuite observé 7 jours de grève. Nouveau coup de théâtre en Gambie. Alors que le président élu, Adama Barrow, doit prêter serment jeudi 19 janvier, c'est la veille que l'Assemblée nationale gambienne annonce le prolongement de 3 mois du mandat de son prédécesseur.
L'adoption de la résolution a été annoncée mercredi à la télévision d'État gambienne, au lendemain du décret par Yahya Jammeh d'un état d'urgence dans le pays. Après avoir un premier temps reconnu sa défaite à la présidentielle du 1er décembre, le président sortant gambien a ensuite fait volte-face et requis l'annulation du scrutin qui a donné M. Barrow vainqueur. La population gambienne s'inquiète de la situation de crise politique que traverse son pays, renforcée par l'état d'urgence décrété mardi. Par peur de la violence, de nombreuses familles commencent à fuir les environs de la capitale Banjul, comme ici à Serekunda, la plus grande ville du pays. Le quartier est maintenant très calme. Les gens sont partis, ils fuient pour leur vie à cause de la situation actuelle en Gambie. Tout le monde en parle, on dit qu'un problème arrive. Qui sait? Nous sommes prêts pour ça. Nous sommes ici pour rester. J'espère que le président pourra peut-être changer d'avis et remettre le gouvernement. Ma peur est que quelque chose de grave n'arrive. Certaines personnes pourraient perdre leur vie. Et qui sait, je pourrais même perdre la vie. Je ne sais pas, mais j'ai pas peur de toute façon, je vais rester. Vous devez sauver votre tête. C'est leur inquiétude. Ils courent tous pour sauver leur tête. Tout le monde pense à une façon de survivre. Nous avons réussi à survivre et cette situation est arrivée. Nous ne pouvons donc pas rester. Nous avons peur. Nous n'avons pas à mourir. Personne ne veut mourir. C'est ça la situation. Outre les habitants du pays, les étrangers qui vivent en Gambie sont eux aussi soucieux de la tournure que prennent les événements. Les voyagistes commençaient ce mercredi à organiser leur rapatriement ainsi que celui des touristes, comme ces Britanniques. Je n'étais pas inquiète jusqu'à maintenant. Je pensais que tout allait bien se passer. Maintenant, avec tout le monde qui panique, je commence à paniquer à mon tour. Je pense que je préférerais être à la maison plutôt que quelque chose de terrible ne m'arrive. Et en entendant ce qui se passe, on fait mieux de partir aujourd'hui plutôt que demain. Ça pourrait être fermé demain et ensuite, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Une regrettable erreur opérationnelle. C'est en ces termes que le président du Nigeria, profondément attristé selon ses termes, a déploré le bombardement accidentel d'un camp de déplacés mardi. À Maïdougouri, les hôpitaux publics, les médecins et les ambulances étaient soumis ce mercredi à un plan d'urgence médicale déclenché par les autorités de l'État de Borno. Les opérations de secours se poursuivaient dans la journée pour secourir les victimes de cette erreur reconnue par l'armée du Nigeria. Vers 9h local mardi, des frappes aériennes ont touché le camp de Ran, dans le nord de l'État de Borno, au lieu de la localité voisine de Kala. Le site abrite quelques 43 000 déplacés, en fuite depuis les attaques menées par le groupe islamiste Boko Haram dans cette région qui constitue leur fief. Un récent bilan provisoire du Comité international de la Croix-Rouge estime que 70 personnes ont été tuées, dont 6 volontaires de la Croix-Rouge locale et plus de 100 blessés. Nous parlons d'un endroit vraiment difficile à atteindre, où les gens n'ont pas eu accès pendant 6 mois à l'assistance de base, où la population était vraiment dans une très mauvaise situation, avec une malnutrition aiguë extrêmement sévère dans certains cas. Et à présent, en plus de cela, nous avons ces nombreuses victimes. Dans la région, il y a un certain nombre d'endroits où nous avons des moyens chirurgicaux en raison de la nature du conflit et de l'ampleur des pertes que ce conflit produit chaque semaine. Nous avons donc cette capacité, mais à présent, le problème, c'est de savoir comment y amener les patients. Nous appelons les différents acteurs à essayer de faciliter l'évacuation et de prendre également leurs responsabilités afin de veiller à ce que celui qui a survécu à cette épreuve ne meure pas à cause d'un manque de traitement. Ce que je trouve également triste et choquant, c'est que même dans un endroit sous le contrôle de l'armée nigériane, cela puisse arriver. Au Bénin, les journalistes sont très en colère contre le président de l'organe de régulation des médias. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a fermé 7 médias depuis le mois de novembre 2016, 6 stations de télévision privées et 1 radio. Les journalistes manifestants se sont regroupés au sein de leur syndicat, l'Union des professionnels des médias du Bénin. Un sit-in s'est tenu à la Bourse du Travail de Cotonou pour manifester leur mécontentement, le siège de la HAAC étant militarisé. L'action des journalistes a reçu le soutien des centrales et des confédérations syndicales, ainsi que celui de la société civile béninoise. Le président de la HAC a choisi de violer en toute impunité la Constitution, la loi organique de la HAC, le Code de l'information et de la communication. Le président de la HAC, malgré toutes les promesses faites aux associations professionnelles en début du mois de décembre, est resté dans une logique de restriction des libertés
sur fond de menaces, d'injures et d'intimidation. La médiation de l'Union islamique du Bénin et de la Fondation Malakhossou n'ont pu le ramener à la raison. Il oublie, le président de la HAC oublie qu'il y a une vie après le pouvoir. Il faut que ça s'arrête. Nous avons échangé tout à l'heure avec, je crois, votre président et nous avons souhaité avoir une petite séance avec vous à la fin pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous impliquer davantage afin que le prochain sit-in soit un sit-in organisé par vous et nous, Confédération syndicale. Nous déplorons le silence des institutions. Nous déplorons le silence des députés. Nous déplorons le silence et tout le temps que la HAC prend pour pouvoir régler cette situation. C'est pour ça que nous sommes venus vous dire que notre soutien est indéfectible. Un soldat de la mission de l'Union africaine en Somalie a été exécuté. Une vidéo a été publiée mardi soir par le groupe islamiste Shebab. Elle montre l'exécution d'un militaire ougandais capturé en septembre 2015 à Janale. La vidéo de propagande, qui dure 9 minutes, met en scène le captif. En langue swahili, il met en garde les soldats ougandais contre les dangers d'un déploiement de leur contingent en Somalie. Le prisonnier ougandais a été identifié comme Massassa MY. Avant d'être abattu de 3 balles dans la tête devant la caméra, il a également appelé le président kényan Uhuru Kenyatta à ne pas oublier les Kenyans retenus par les Shebab. Les 22 000 hommes de l'AMISOM ont été déployés en Somalie en 2007 dans le but de soutenir le gouvernement contre les islamistes Shebab. Ces soldats viennent d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, du Kenya ou encore d'Éthiopie. Les troupes de l'AMISOM pourraient également être amputées de leur effectif burundais. La présidence du Burundi a officiellement demandé le retrait de ses 5400 hommes déployés en Somalie. La procédure de retrait doit être mise en œuvre par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense burundais. La raison, un conflit sur les salaires des soldats. Financés par l'Union européenne, ils ne sont toutefois plus versés depuis plusieurs mois à Bujumbura. 5 millions d'euros mensuels sont destinés à payer les soldats burundais de la force de l'Union africaine en Somalie, mais l'UE souhaite trouver un nouveau moyen de payer ces soldats directement, son objectif étant d'éviter que le gouvernement de ce pays en crise n'utilise cet argent à d'autres fins. Aucun accord n'a encore été trouvé pour le moment. Après l'Ouganda, le Burundi représente le 2e contingent de l'AMISOM, dont la mission est de lutter contre les islamistes Shebab en Somalie. Dans le Kenya voisin, 2 braconniers présumés ont été tués mardi dans un parc du sud-est. Les rangers du parc national de Tsavo-Est ont été pris dans des échanges de coups de feu avec les criminels supposés. Ils avaient été alertés après avoir repéré des empreintes de pas d'intrus dans cette zone du parc densément peuplée par des animaux sauvages. Les gardiens du parc se sont alors lancés à la recherche des hommes, armés par ailleurs. L'action des rangers au sol a été soutenue par une équipe aérienne. Outre les 2 braconniers supposés qui ont trouvé la mort dans cette altercation, 2 autres ont réussi à s'échapper. Blessés, ils sont toujours activement recherchés. Au Cameroun, le gouvernement a interdit mardi à 2 organisations de continuer à tenir leurs activités. Les associations interdites sont anglophones. Il s'agit du Southern Cameroon's National Council, un mouvement clandestin et séparatiste, et du Cameroun Anglophone Civil Society Consortium, une organisation favorable au fédéralisme et chef de file de la contestation. L'annonce de l'interdiction a été faite sur les ondes de la radio d'État par René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Cameroun. Toutes activités, réunions et manifestations lancées ou soutenues par ces 2 organisations sont interdites. Les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. La décision prise par le gouvernement camerounais est perçue comme un nouveau bras de fer entre le pouvoir et la minorité linguistique anglophone dans le pays. Mobilisée depuis 2 mois, elle s'estime marginalisée par la majorité francophone camerounaise. Le premier président afro-descendant des États-Unis, un symbole marquant pour le monde entier et particulièrement en Afrique. Barack Obama s'est rendu 4 fois sur le continent en 8 ans, en commençant par l'Égypte et le Ghana en 2009. Il a parlé de l'Afrique qui monte et a encouragé toute la nouvelle génération à croire en son avenir. Je tenais à venir ici parce que l'Afrique change. La croissance de l'Afrique est l'une des plus rapides au monde. De quoi galvaniser les foules. Partout, il est accueilli en star.
Au Kenya, des bus sont peints en son honneur. En Afrique du Sud, des milliers de personnes affrontent la pluie pour écouter son discours lors des funérailles de Nelson Mandela. Je suis parti juste après le discours d'Obama. Je ne suis venu que pour ça. Au-delà des discours, il y a eu peu d'actions concrètes. Obama a lancé Power Africa, un projet de plusieurs milliards de dollars pour produire 30 000 mégawatts d'électricité sur le continent d'ici 2030. Mais il n'en génère que 400 pour l'instant. Sur le plan géopolitique, il a installé une base américaine au Niger pour combattre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Mais ces efforts n'ont pas été couronnés de succès tangibles, notamment contre Boko Haram au Nigeria. Il y a eu plus d'émotions que d'actions. On a vu beaucoup d'hystérie, beaucoup d'affection parce qu'il est des nôtres. Au final, Obama a privilégié l'Asie-Pacifique pour sa politique étrangère. Il a promis de passer plus de temps en Afrique, mais ce ne sera plus en tant que président américain. Un mot de football à présent avec les derniers résultats des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. C'est dans le stade de la capitale Libreville que l'équipe du pays organisateur a rencontré ce mercredi le Burkina Faso. Menés d'un but lors de la première mi-temps, les Panthères gabonaises ont ensuite égalisé sur un pénalty marqué par Pierre-Emerick Aubameyang. Score final, 1 but partout entre le Gabon et les étalons burkinabés. Quant aux Ougandais, défaits 1-0 par le Ghana la veille à Port-Gentil, le score de ce premier match en CAN 2017 n'a en rien terni le bonheur ressenti par leur retour dans la compétition panafricaine, et ce après 39 ans d'absence. La dernière fois que nous avons participé, je n'étais pas né. Au moins, j'aurais vu l'Ouganda jouer dans une CAN. J'aurais pu supporter d'autres équipes, peut-être le Ghana. J'aurais pu supporter le Ghana, le Cameroun et d'autres. Mais cette fois, je supporte mon équipe, mon pays. Je suis ougandais. Je suis très fier de notre équipe maintenant. Nous avons très bien joué et nous n'avons pas eu de chance à cause du pénalty en première période. Mais sincèrement, notre match n'a pas été très mauvais. Le match était génial. Une très bonne seconde période. Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous n'avons pas marqué de but. Mais c'était un très bon match. Autre match à l'affiche ce mercredi, Cameroun-Guinée-Bissau. C'est le stade d'Angondje qui accueille à 19h GMT la rencontre entre les Lions indomptables et les Licaons. Mais en marge du match, un autre sujet fait beaucoup parler côté camerounais, le refus de 8 joueurs de participer à la Coupe d'Afrique des Nations pour pouvoir continuer à évoluer dans leur club en Europe. Le feu a été mis aux poudres par Jürgen Klopp. L'entraîneur de Liverpool en Angleterre a annoncé mardi qu'il envisageait d'aligner son défenseur Joël Matip le lendemain en Coupe d'Angleterre. Une décision plutôt fébrile puisque l'entraîneur attendait tout de même l'aval de la Fédération internationale sur son droit à agir de la sorte. Le joueur camerounais Joël Matip est en effet l'objet d'un litige juridique avec la FIFA suite à son refus de jouer avec le Cameroun à la CAN 2017. Ces joueurs camerounais absents de la compétition panafricaine, une trahison pour l'ancien attaquant star Roger Mila. C'est une trahison de dire non à son pays. C'est une trahison. Vous ne pouvez pas faire le chantage à votre pays. Ça, jamais de la vie. Et puis, qu'ils sachent que le Cameroun n'acceptera jamais de chantage. S'ils préfèrent jouer dans leur club, ben ils resteront dans leur club. C'est tout. Hein. Le Cameroun est gorgé de plein de joueurs, donc on n'a pas de souci de ce côté. Ils sont fils de Cameroun et seront toujours fils de Cameroun et il faut qu'ils respectent le pays. C'est grâce au Cameroun qu'ils seront demain des grands footballeurs. S'ils ne sont pas à l'équipe nationale, il n'y a aucun grand club qui va les recruter parce que dans les clubs où ils seront nuls là-bas. C'est avec joie que les supporters togolais ont accueilli le match nul réalisé lundi par leur équipe nationale contre la Côte d'Ivoire. Les éperviers ont tenu en échec les éléphants en match comptant pour la première journée du groupe C. Les réactions de quelques fans togolais à Lomé. Le Togo a fait de son mieux, mais on a joué 0-0. Mais c'est mieux que la défaite. Donc on remercie le coach et les joueurs. Ils ont fait de leur mieux. Donc c'est ce que moi je peux dire. Sinon, nos joueurs, ils ont assuré. Ça, il n'y a pas à critiquer. Donc, jeter chapeau à mes joueurs. Allez les éperviers. Du meilleur pour vous. Je suis togolais, je suis très fier. Je suis très fier du jeu des Togolais ce soir.
Et je remercie vraiment Claude Leroy qui a tenu vraiment nos jeunes Togolais qui ont fait des merveilles ce soir. Après son match nul, 0 but partout face à la Côte d'Ivoire lundi, le Togo se prépare également à affronter le Maroc. Les éperviers seront aux prises avec les Lions marocains vendredi à Oyem. Sous la conduite du Français Claude Leroy, les Togolais se sont encore entraînés dans la ville de Bitam ce mercredi. Les deux équipes sont dans le même hôtel. C'est un match douloureux, c'est un match compliqué, affectivement, psychologiquement. Jouer contre le Maroc, dirigé par Hervé, qui était pendant 6 ans mon adjoint. Vous savez quel niveau d'estime je le situe. Et voilà, on est deux compétiteurs, deux gagneurs, deux mecs qui essaient d'amener leurs équipes comme des morts de faim, donc il n'y aura pas de cadeau. À 22h, le 20, on redeviendra comme père et fils ou comme frère aîné et frère cadet. Je préfère ça que père et fils, parce qu'il y a quand même une génération, parce qu'on a juste 20 ans d'écart tous les jours. Mais c'est sûr que ça va être un match chaud, aussi intelligent, aussi engagé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le comportement des deux équipes hier entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Je crois qu'il n'y a pas eu de carton jaune, semble-t-il. Ce qui prouve que le football africain a quand même drôlement évolué. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programmes sur Vox Africa.